Un matin, deux chiffres se sont heurtés en silence au Sahel. Des décennies d'attente pour des résultats invisibles. Et quelques heures seulement pour un convoi blindé qui déplace les lignes sans tir. Dans ce contraste brutal, le nom d'Ibrahim Traoré cristallise la question qui dérange. Que signifie vraiment ce basculement pour ceux qui vivent, décident ou observent loin de Ouagadougou? Car derrière ces colonnes d'acier, c'est la manière même dont un État du Sahel choisit d'exister qui semble avoir changé. Et si ce déplacement discret annonçait un retournement bien plus large que celui des seuls rapports de force militaire? Ce récit propose une chose précise. Comprendre comment une décision technique en apparence, limitée à un changement de fournisseur militaire, a pu redessiner des équilibres diplomatiques, sécuritaires et économiques ancrés depuis des décennies au Sahel. Dans cette analyse, le bénéfice central tient en 10 mots, voir comment une souveraineté assumée transforme réellement un État. Mais cette promesse n'a de sens que si l'on mesure les risques parallèles. L'effritement progressif de l'aide internationale, la dépendance logistique, la vulnérabilité des zones rurales et la pression qu'exercent, semaine après semaine, les groupes armés sur les marges du Burkina Faso. C'est précisément dans cet entrelac d'espoir et de fragilité que les premiers blindés ont créé un précédent inattendu. Et c'est ici que le spectateur se retrouve impliqué. Si un pays longtemps considéré comme figé peut modifier son tempo en quelques heures, qu'est-ce que cela révèle de la solidité réelle des certitudes géopolitiques que l'on croyait immuables? Cette interrogation sert de fil conducteur à la suite. Ce moment n'est pas un épisode, mais un pivot. La première révélation apparaît immédiatement. Malgré des milliards investis dans les programmes de stabilisation du Sahel, aucune amélioration tangible n'a été constatée sur le terrain, alors qu'un convoi arrivé en quelques heures a produit un impact psychologique et politique disproportionné. La seconde découle de ce contraste. Ce simple décalage numérique révèle un écart structurel entre narration internationale et réalité opérationnelle, un écart dans lequel s'est engouffré Ibrahim Traoré pour capter un moment de bascule. Ce double constat, longtemps masqué par la densité des rapports techniques, expose la mécanique profonde d'un système qui semblait figé. Formation fragmentée, partenariat dépendant, matériel épuisé, délais hiérarchiques interminables. Pendant des années, le Burkina Faso et ses voisins ont fonctionné sous une logique où la sécurité se construisait moins par capacité propre que par attente d'appui extérieur, souvent tardif, parfois théorique. Les villages du nord et de l'est continuaient de se vider, les axes routiers s'effondraient et les conférences internationales multipliaient les déclarations de principe sans jamais transformer la temporalité quotidienne des populations exposées. Mais une rupture calme a renversé ce schéma. Aucun communiqué spectaculaire, aucun sommet improvisé, seulement des machines neuves franchissant les portes du ministère de la Défense. Leur présence introduisait une idée longtemps étouffée, celle qu'un État du Sahel pouvait agir sans validation lointaine. Ce changement de rythme a immédiatement résonné dans les capitales étrangères, où les notes diplomatiques tentaient en soudain d'expliquer comment un pays jugé fragile avait pu déplacer des lignes sans provoquer de crise ouverte. Dans ce glissement subtil mais décisif, l'ascension d'Ibrahim Traoré ne tient pas au symbole, mais à la cohérence. Saisir un instant où deux vitesses s'entrechoquent et orienter la trajectoire selon la capacité réelle plutôt que l'inertie héritée. Cette mini-révélation donne la clé de lecture pour la suite. Le basculement n'est pas spectaculaire, mais structurel, et une fois enclenché, il devient impossible à ignorer. Le fil conducteur de cette transition apparaît à travers un officier burkinabé dont le quotidien illustre mieux qu'un long rapport la portée de la rupture stratégique. Avant l'arrivée du nouveau matériel, son unité fonctionnait avec des véhicules vieillissants, parfois immobilisés pendant des semaines, souvent réparés en démontant d'autres carcasses pour récupérer une pièce utilisable.
Les opérations dépendaient de validations hiérarchiques dispersées et d'une logistique qui transformait chaque déplacement en pari. Cette lourdeur n'était pas exceptionnelle. Elle reflétait l'état général d'un système saturé par l'attente. Le premier microcas survient lorsque son unité reçoit les VN-22B. Les équipages, habitués aux moteurs incertains, découvrent une mobilité qui change immédiatement la manière de planifier. Rayon d'action élargi, communication plus stable, réactivité accrue. Les manœuvres menées dans les jours suivants montrent que certaines zones autrefois hors de portée deviennent accessibles en un seul trajet. Ce n'est pas une percée spectaculaire, mais une modification concrète du tempo opérationnel. Le second microcas tient dans un exercice interne improvisé près de Kaya. L'unité démontre qu'elle peut appuyer une position voisine en quelques heures, là où il fallait auparavant compter des jours. Ce décalage de temporalité suffit à transformer les échanges entre commandements territoriaux, qui commencent à concevoir des séquences d'actions que l'ancien matériel empêchait. Ces signaux, discrets mais cohérents, montrent que le changement n'est pas théorique. Il modifie la manière d'agir. Et cette dynamique ouvre déjà la question centrale pour la suite. Quels effets produit-on lorsqu'un État retrouve sa capacité de mouvement? Une rupture volontairement silencieuse ouvre la séquence. Un convoi quitte les hangars de Narinco au lever du jour. Les roues tracent une ligne nette dans la poussière du Sahel. Les soldats regardent sans commenter. Ils voient pour la première fois des systèmes SR5 encore luisants, stricts, précis. Le contraste est immédiat. Moteur fiable, capteur neuf, silhouette intacte. Un message implicite circule dans les bases. La dépendance se fissure. Aucune annonce officielle, aucune délégation étrangère, juste un mouvement mécanique, juste une décision assumée. Et derrière elle, l'ombre d'un choix souverain qui renforce déjà la stature d'Ibrahim Traoré dans les discussions régionales. Les premiers essais modifient le rythme des unités. Les équipages recalibrent les suspensions. Les tireurs testent les systèmes embarqués. Les communications cessent de s'effondrer au milieu des manœuvres. Les rapports internes se multiplient. Montée en capacité, gain de réactivité, réduction nette du temps de réponse. Chaque ligne comporte un fait simple. La machine fonctionne. La rumeur circule plus vite que les ordres. Les sections du Nord observent les trajectoires du convoi. Les commandements territoriaux envisagent des options autrefois impossibles. La chaîne logistique respire enfin. Les pièces ne manquent plus. La maintenance ne se fait plus dans l'urgence. Les unités ne bricolent plus leurs véhicules. Elles opèrent, elles avancent. Elles reprennent des zones perdues. Elles testent les axes abandonnés. Puis vient l'exercice improvisé à Kaya. La démonstration frappe les observateurs internes. Réaction en quelques heures. Projection rapide. Coordination fluide. Le changement d'échelle est visible. Le tempo se renverse. Les chancelleries le remarquent immédiatement. Paris demande une note. Washington demande un débrief. Bruxelles demande une justification. L'inertie diplomatique se fracture. Les semaines suivantes consolident la bascule. Les ministères réévaluent leurs priorités. Les agendas se déplacent. Les alliances régionales s'ajustent. Le Mali et le Niger observent chaque détail. Ils comparent les procédures. Ils recalculent leurs propres marges. Les échanges tripartites s'intensifient. Des scénarios circulent discrètement. Des corridors sécurisés apparaissent sur les cartes. Les postes avancés sont revisités. Les patrouilles s'étirent plus loin qu'avant. Les communications couvrant enfin les zones qui leur échappaient. Dans plusieurs villages, les habitants remarquent un son nouveau. Un moteur stable, non rafistolé. Le bruit rassure plus qu'un communiqué. Il signifie retour. Il signifie présence. Il signifie acte. Dans les capitales extérieures, la lecture change aussi. Les analystes révisent leurs modèles. Ils découvrent que la stabilité ne dépendait pas seulement des budgets.
mais du tempo d'un État capable de décider pour lui-même. Et derrière cette dynamique, un élément revient dans chaque dossier. La trajectoire assumée par Ibrahim Traoré, devenu un pivot d'interprétation géopolitique. Le basculement burkinabé devient pleinement lisible lorsqu'on examine les 3 indicateurs qui révèlent, mieux que n'importe quel discours, l'ampleur du déplacement stratégique. Ces chiffres ne décrivent pas une victoire totale, mais une rupture mesurable, un passage de l'attente à la capacité. Ils structurent la compréhension du moment actuel et donnent au lecteur un cadre précis pour interpréter ce qui s'est produit depuis les premiers convois. Chaque indicateur suit la même logique, niveau de référence, écart, puis explication concrète. Et derrière ces données, un fait revient souvent dans les analyses régionales, la cohérence de la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré, qui apparaît comme un point d'ancrage dans la recomposition en cours. Avant la réorientation logistique, les unités du Nord mettaient régulièrement 60-12 heures pour répondre à une alerte sérieuse. Les délais provenaient de l'empilement d'autorisations, de l'usure du matériel et d'une mobilité altérée par la fragmentation des stocks. Après l'introduction des SR5 et VN22B, plusieurs exercices ont confirmé une moyenne réduite à 18 heures. Cette baisse traduit un nouveau rythme opérationnel rendu possible par une chaîne décisionnelle enfin fluide. La réduction du délai renforce directement la capacité d'intervention réelle. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires pouvaient être régulièrement couvertes. Les patrouilles se heurtaient aux distances, aux véhicules immobilisés et aux itinéraires devenus impraticables. 3 mois après la modernisation, les rapports internes établissent une couverture effective à 63%, dépassant pour la première fois, en 10 ans, le seuil symbolique de la moitié du territoire sensible. L'élargissement de la présence traduit un changement de densité sécuritaire plutôt qu'un simple ajustement technique. Cette extension territoriale stabilise progressivement les zones autrefois délaissées. Historiquement, moins de la moitié du parc était opérationnel, les pannes chroniques immobilisant l'essentiel des véhicules. Les équipes de maintenance travaillaient en continu, sans pièces fiables, et les unités adaptaient leur plan en fonction du matériel absent, plutôt qu'en fonction de l'objectif. Avec les livraisons Narinco et la simplification des procédures, la disponibilité atteint 82%. Cette montée libère la planification, augmente la rotation des équipes et transforme la relation au terrain. La fiabilité accrue du parc permet enfin une programmation opérationnelle stable. Ces 3 indicateurs offrent une lecture claire. La transformation ne réside pas dans des effets spectaculaires, mais dans un alignement patient entre décision, matériel et capacité réelle. Leur évolution cohérente nourrit la crédibilité régionale du Burkina Faso et renforce l'idée que le pays s'est extrait d'un cycle d'immobilisme. Il constitue également un point d'appui pour comprendre pourquoi plusieurs États voisins réévaluent désormais leur propre modèle de sécurité. Dans ce cadre, la présence d'Ibrahim Traoré dans les discussions n'est pas un détail symbolique. Elle reflète la perception d'un leadership capable d'articuler des résultats concrets autour d'une vision de souveraineté active. 2 lectures s'opposent lorsqu'on analyse la réorientation stratégique du Burkina Faso. La première, défendue par plusieurs analystes extérieurs, soutient que la transition actuelle pourrait générer une dépendance nouvelle, simplement déplacée d'un pôle vers un autre. Selon cette approche, la rapidité du virage risque de réduire les marges diplomatiques, de fragiliser l'équilibre interne et d'enfermer le pays dans un schéma unidimensionnel. Ceux qui adoptent cette position rappellent que toute alliance dominante comporte une asymétrie et qu'un changement brusque peut amplifier cette asymétrie plutôt que la corriger. La seconde lecture, portée par de nombreux observateurs africains, affirme que le mouvement engagé n'est pas une substitution, mais une libération. Les programmes de stabilisation n'ayant pas amélioré la sécurité malgré des budgets colossaux, l'idée d'explorer une alternative relève pour eux de la logique, non du risque.
Il considère que le rééquilibrage actuel n'est pas un glissement vers une dépendance, mais le début d'une capacité réelle, construite sur des résultats mesurables. Les premiers gains, temps de réaction réduit, couverture accrue, disponibilité matérielle amplifiée, apparaissent comme autant d'arguments en faveur d'une émergence et non d'un enfermement. Pour dépasser ces deux positions, il faut s'en tenir strictement aux faits observés. Aucun élément ne démontre une perte de marge décisionnelle. Les choix opérationnels, doctrinaux et logistiques proviennent des structures nationales, non d'une contrainte extérieure. Les indicateurs techniques s'améliorent non parce qu'un partenaire impose sa méthode, mais parce que la mécanique interne a été réorganisée. La coordination croissante avec le Mali et le Niger se structure autour d'intérêts partagés, non d'une hiérarchie imposée. La synthèse s'appuie donc sur une observation simple. La thèse de la dépendance potentielle reste théoriquement valable, mais les données actuelles montrent un gain d'autonomie mesurable. Ce qui est en jeu n'est pas la substitution d'un centre à un autre, mais l'élargissement de l'espace d'action d'un État qui réapprend à décider selon ses propres contraintes. Un seuil vient d'être franchi. Ce moment charnière apparaît lors d'une inspection nocturne à Kaya, quand les équipes constatent que les nouvelles unités burkinabées ne se contentent plus de défendre leur zone. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce détail technique, presque banal dans un rapport interne, renverse pourtant une logique vieille de 20 ans, celle où chaque pays du Sahel combattait isolément en attendant l'intervention d'acteurs extérieurs. Le basculement est net. Ce qui ressemblait à une modernisation nationale devient une capacité régionale réelle. Les officiers de Bamako parlent d'un corridor de réaction commune, tandis que certains responsables à Niamey y voient que la première pierre d'une doctrine transfrontalière. À Ouagadougou, cette mutation s'est perçue comme la preuve qu'un pays peut reconfigurer son environnement immédiat sans provoquer une rupture visible. Au centre de cette dynamique, la présence d'Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un repère politique, mais comme l'articulation d'un mécanisme collectif. Le midpoint révèle ainsi que la transformation engagée n'est pas réversible. Elle étend la portée d'un choix technique pour en faire un précédent régional. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas uniquement dans les arsenaux ou les notes diplomatiques. Ils se diffusent en couches successives dans les réalités sociales, économiques, institutionnelles et régionales. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut suivre 4 groupes qui ressentent, chacun, à leur manière, l'onde de choc provoquée par la nouvelle capacité opérationnelle. Dans les zones du Nord et de l'Est, le changement le plus perceptible se manifeste par le retour progressif d'une présence sécuritaire régulière. Les habitants voient réapparaître des patrouilles munies de véhicules stables, capables de parcourir des axes qui semblaient perdus depuis des années. Les marchés hebdomadaires, longtemps désertés, recommencent à se reconstituer lentement, signe que la peur cesse d'imposer seule son tempo. Les familles reviennent cultiver des parcelles abandonnées, non parce que le danger a disparu, mais parce que l'État marque enfin un rythme prévisible. Pour les entreprises de transport, les ateliers mécaniques, les coopératives agricoles et les petites unités commerciales, la stabilisation partielle des axes produit un effet immédiat. Moins d'interruptions, moins de détours forcés, moins de pertes liées aux routes impraticables. Certains transporteurs rouvrent des trajets qu'ils avaient abandonnés depuis plusieurs saisons. Dans les centres urbains, l'arrivée de matériel moderne stimule une microéconomie de maintenance, de petites innovations et de sous-traitance, créant des opportunités imprévues. Cette recomposition n'annonce pas encore une croissance durable, mais elle rétablit un cycle qui avait disparu sur de larges portions du territoire. À l'intérieur de l'appareil d'État, la transformation est plus structurelle. La réduction du temps de réaction, la multiplication des patrouilles
et la disponibilité accrue du matériel modifient la manière de planifier la sécurité. Les ministères n'attendent plus systématiquement une validation extérieure pour concevoir des opérations ou ajuster les priorités. Les cadres administratifs participent davantage à la conception des actions, renforçant ainsi une cohérence interne qui n'existait plus. Cette montée en capacité institutionnelle se reflète dans plusieurs analyses régionales où l'on souligne la solidité croissante de la trajectoire portée par Ibrahim Traoré. Pour le Mali, le Niger et plus largement les États du Sahel, les conséquences sont stratégiques. L'expérience burkinabé sert de référence pour consolider l'idée qu'une défense autonome n'est pas un slogan, mais un objectif techniquement réalisable. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines s'alignent, les scénarios d'appui mutuel se précisent. Dans certaines capitales, l'effet psychologique dépasse même l'effet militaire. Si un pays perçu comme vulnérable peut rehausser ses capacités aussi vite, alors l'ensemble de la région peut envisager une recomposition indépendante des structures extérieures. Au total, ces 4 couches révèlent un paysage inédit, une population qui retrouve un souffle, une économie locale qui se remet en mouvement, des institutions qui gagnent en autonomie, et une région qui reconnaît la valeur d'un modèle fondé sur la décision souveraine plutôt que sur l'attente. Les mois qui viennent décideront si la trajectoire enclenchée par le Burkina Faso se stabilise, s'amplifie ou se fragilise. Les données accumulées depuis l'arrivée des premiers convois permettent de dégager 3 scénarios plausibles, fondés non sur des projections idéologiques, mais sur l'observation méthodique du rythme opérationnel et de l'évolution de la coopération régionale. Chacun de ces chemins décrit un horizon de contraintes et d'opportunités qui, combinés, forment une grille de lecture utile pour anticiper les 12 prochains mois. Dans cette trajectoire médiane, les capacités continuent de s'améliorer, mais sans saut spectaculaire. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus fréquentes, tout en restant concentrées sur les zones prioritaires. Les indicateurs techniques gagnent quelques points grâce à une logistique plus stable et à une coordination plus fluide. Les partenaires extérieurs adoptent une posture prudente, ni hostile, ni pleinement favorable. Les populations perçoivent surtout une stabilisation partielle, particulièrement dans les localités où la présence étatique a déjà repris. Dans l'hypothèse la plus favorable, l'Alliance des États du Sahel structure une véritable doctrine commune. Les mécanismes de partage d'informations se normalisent, les corridors transfrontaliers sont sécurisés et les premières formations intégrées voient le jour. L'effet d'entraînement déborde le seul champ sécuritaire. Mobilité énergétique, infrastructures essentielles, harmonisation administrative. Le Burkina Faso, grâce à son avance opérationnelle, devient un nœud technique plutôt qu'un simple bénéficiaire. Les populations ressentent des effets visibles. Davantage de zones réinvesties, une circulation moins entravée et une confiance collective qui se renforce. Le scénario le plus contraint combine plusieurs facteurs. Tensions diplomatiques accrues, restrictions économiques, incidents opérationnels ou difficultés logistiques persistantes. Ces pressions pourraient ralentir les progrès actuels et fragiliser les coopérations naissantes. Certaines zones redeviendraient difficiles à contrôler et la dynamique institutionnelle pourrait s'essouffler. L'impact psychologique serait fort. Scepticisme, dispersion des priorités, perte de cohérence opérationnelle. La seule manière d'aborder ces scénarios consiste à évaluer chaque situation à partir de la capacité réelle, non des déclarations ou des anticipations. Cette méthode réduit les illusions, clarifie les options et permet d'ajuster les décisions au rythme du terrain plutôt qu'aux attentes extérieures. Les transformations observées au Burkina Faso résonnent différemment selon le regard de ceux qui suivent cette trajectoire. Chacun y projette ses propres attentes, ses inquiétudes ou ses références.
Pour comprendre pourquoi cette histoire attire autant l'attention, il faut distinguer trois groupes dont les expériences façonnent la manière d'interpréter les changements en cours. En ce qui concerne les observateurs internationaux, ceux qui suivent l'actualité géopolitique perçoivent dans le cas burkinabé un exemple rare de recomposition rapide. Ils voient un pays longtemps considéré comme périphérique modifier son espace de décision et influencer indirectement plusieurs capitales étrangères. Le basculement technique devient un révélateur de fragilité diplomatique plus large, ce qui nourrit leur intérêt. S'agissant des personnes vivant dans des environnements fragiles, pour celles et ceux qui connaissent la précarité sécuritaire ou économique, la portée du récit est plus intime. Elles comprennent instinctivement ce que signifie l'absence d'État, l'incertitude qui impose ses règles et le poids d'un axe routier fermé pendant des mois. Le retour progressif d'une présence régulière leur parle parce qu'il renvoie à un besoin vital, pouvoir organiser le quotidien sans craindre l'effondrement permanent. Quant aux lecteurs attentifs aux transitions politiques, ce public observe les mécanismes administratifs et institutionnels. Il voit dans la trajectoire burkinabé un laboratoire concret. Comment une décision militaire peut réorienter une organisation entière, influencer la coopération régionale et modifier l'équilibre interne. Cette lecture met en évidence la complexité du changement et les risques qu'il comporte, mais aussi les marges qu'il ouvre. Ces trois perspectives convergent vers une même idée. Un pays peut transformer sa trajectoire en changeant la manière dont il agit, pas uniquement la manière dont il parle. La consolidation d'un élan politique et sécuritaire exige une méthode structurée. Une trajectoire durable repose moins sur l'ampleur des annonces que sur la précision des étapes, la clarté des responsabilités et la cohérence des indicateurs. Dans ce cadre, plusieurs séquences peuvent renforcer l'élan initié par le Burkina Faso et donner une profondeur institutionnelle aux progrès observés depuis l'arrivée des nouveaux équipements. Ces étapes s'inscrivent dans la logique de souveraineté opérationnelle portée à l'échelle étatique par Ibrahim Traoré. Les équipes logistiques doivent établir des protocoles uniformes de diagnostic, de réparation et de suivi. Les ateliers sont répartis sur le territoire appliquent un modèle identique. La mesure repose sur le pourcentage de véhicules opérationnels chaque semaine. Les états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger fixent un calendrier d'exercice conjoint. Les canaux d'échange d'informations deviennent réguliers et encadrés. L'indicateur central est le nombre d'opérations synchronisées réalisées dans les délais. Les commandements territoriaux sécurisent trois axes stratégiques permettant le retour progressif des services civils. Les patrouilles suivent une fréquence stable, adaptée aux besoins locaux. La mesure repose sur la réouverture des marchés et la continuité des déplacements. Les ministères sectoriels créent des cellules d'analyse interne capables de planifier sans dépendance méthodologique extérieure. Les priorités deviennent plus cohérentes parce qu'elles sont définies à partir du terrain. Le repère est le nombre de plans opérationnels conçus localement puis validés nationalement. Les administrations communautaires établissent un rythme d'information régulier. La transparence réduit les rumeurs et consolide la confiance locale. L'indicateur clé est la participation aux réunions publiques et la constance des retours communautaires. En somme, cette feuille de route transforme un moment de bascule en stratégie durable. Le fil émotionnel de cette trajectoire ramène à une scène simple, celle des premiers soldats observant, sans un mot, les véhicules flambant neufs à la périphérie de Ouagadougou. Rien n'était encore démontré, rien n'était garanti, mais leur regard disait une attente ancienne, celle d'un outil qui ne promet pas seulement, mais qui agit. Ce moment silencieux, presque suspendu, résume le cœur de la transformation actuelle. Aujourd'hui, cette scène s'est déplacée. Dans les bases du Ginos, les mêmes soldats se tiennent devant des cartes élargies, non pour improviser autour de manques chroniques, mais pour planifier avec des unités maliennes et nigériennes selon des horaires qui n'auraient jamais été pensables quelques mois plus tôt.
La retenue qui dominait autrefois a laissé place à une précision nouvelle. Les gestes sont plus assurés, parce que le cadre, désormais, répond à leurs efforts. Dans cette évolution, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme une boussole discrète. Non un héros, mais un point d'équilibre entre intention, discipline et continuité. Elle permet de comprendre comment un État redéfinit son mouvement en changeant son rapport au temps et à l'action. La souveraineté naît dans la cohérence entre gestes et choix. La transformation observée au Burkina Faso dépasse les débats techniques ou les lectures diplomatiques. Elle rappelle qu'un changement collectif commence souvent par une série de décisions modestes, mais alignées, capables de remodeler en profondeur la manière dont un pays se situe dans le monde. Cette trajectoire sahélienne, encore fragile mais déjà structurante, montre que l'autonomie ne se décrète pas. Elle se construit lentement par l'accumulation d'actes qui redonnent de la cohérence à un appareil étatique longtemps éprouvé. Dans cette perspective, partager cette histoire revient à reconnaître la valeur des dynamiques silencieuses, celles qui ne font pas la une, mais qui transforment durablement les conditions de vie, l'organisation institutionnelle et la confiance collective. Ce récit n'appelle ni adhésion automatique, ni rejet instinctif. Il invite plutôt à regarder comment un espace de décision peut s'ouvrir lorsque les choix souverains cessent d'être perçus comme des anomalies. Reste alors une question adressée à chacun. Quelle trajectoire jugerait-on possible si l'on observait les décisions silencieuses avec autant d'attention que les déclarations visibles?